Bonjour à tous, aujourd'hui on se pose ensemble sur un épisode un petit peu plus long. Ça fait un moment que j'en ai pas fait, pour parler d'un sujet qui est franchement difficile pour beaucoup d'entre vous, à savoir comment auto-évaluer vos niveaux de compétences. Et on va voir ensemble ce que c'est que déjà que l'auto-évaluation, un modèle pour vous aider à comprendre pourquoi c'est difficile et donc à quoi il va falloir faire attention. Et puis bien sûr, comme toujours, quelques pistes pour optimiser votre auto-évaluation des compétences, de vos niveaux de compétences. Donc, je vous invite à prendre une boisson, chaude ou froide, en fonction de quand vous regardez cette vidéo, ou que vous écoutez ce podcast, bien sûr. Et on se retrouve après ce court générique. À tout de suite. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Conseil EV de la semaine. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Julien. Je suis ingénieur de la formation et des compétences. C'est un Master 2 que j'ai obtenu par la VAE. Je suis également coach professionnel et mon métier, c'est le développement des compétences pour adultes au travers le coaching, la formation et bien sûr la VAE. J'accompagne à la VAE depuis 2015 maintenant sur tout type de diplôme, tout domaine et tout niveau. Et dans ces épisodes, je vous partage tous les vendredis un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces et de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans la démarche de VAE. J'espère de mon cœur, de tout mon cœur, vous aider à la réussir. Alors, euh, l'auto-évaluation de vos compétences, c'est vraiment au cœur de votre démarche de VAE. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce sujet, de cette importance-là. Alors, avertissement, attention, simplement s'auto-évaluer, ça va pas suffire. Il va falloir prouver votre auto-évaluation par des illustrations de situations vécues, des exemples, des preuves, et tenir compte qu'il y a beaucoup de limites à l'auto-évaluation. Malgré tout, c'est un point de départ et il faut bien commencer quelque part. Donc, pourquoi j'ai choisi de vous parler de ce sujet en particulier? D'abord parce que l'auto-évaluation, elle va vous permettre de faire le lien. C'est ce qui vous permet de faire le lien entre, d'un côté, votre référentiel de compétences, c'est-à-dire donc l'attendu, les compétences attendues pour valider le diplôme ou la certification visée, et vos propres compétences, celles que vous avez acquises par vos différentes expériences. Et j'insiste là-dessus, quel que soit le stade de votre démarche VAE. D'abord, avant de vous positionner sur un diplôme, en regardant est-ce que j'ai le niveau de compétence qui est attendu par le diplôme en termes d'autonomie, de responsabilité, par exemple. Pendant la recevabilité, évidemment, pour convaincre votre certificateur de vous lancer dans cette démarche, de vous accepter dans cette démarche. Et puis, bien sûr, pendant la phase 2, donc classiquement, la rédaction du livret et l'oral de VAE. Alors, en lien, bien sûr, avec l'analyse des référentiels de compétences des diplômes que vous visez, l'auto-évaluation va vous aider à identifier à la fois vos points forts, donc c'est-à-dire les compétences sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer, à travers les expériences que vous valoriserez, mais aussi vos éventuelles lacunes dans les compétences qui vous manquent, ou les niveaux de compétences qui vous manquent, si vous êtes débutant et qu'on attend des compétences plus confirmées, par rapport aux exigences du diplôme que vous visez. Et ça va vous permettre de cibler les domaines dans lesquels vous pourriez avoir besoin de développer davantage vos compétences, de rechercher des preuves supplémentaires pour répondre aux critères d'évaluation de la démarche de VAE, soit en acquérant une expérience supplémentaire avant de vous lancer, soit en complétant pendant votre parcours, finalement VAE, vos compétences par de la formation, de la veille professionnelle, des lectures, que sais-je. J'ajoute que cette auto-évaluation de vos compétences, elle est souvent demandée par le certificateur de façon tout à fait explicite. Il vous demande parfois de vous, souvent même, je devrais dire, surtout sur tout ce qui est licence master, de vous auto-noter au travers des grilles d'évaluation des compétences, alors sur 5, sur 10 points, voire carrément, pendant les jurys, ils vont vous demander, ils vont vous poser des questions du type, à quel niveau vous pensez maîtriser cette compétence, quel est votre degré d'expertise sur cette compétence d'après vous, etc. Et même quand c'est pas explicite, quand vous le faites, quand vous réussissez à vous auto-évaluer et à expliquer pourquoi vous vous évaluez de cette façon, ça va toujours aider votre jury à déterminer par lui-même si vous avez le niveau de compétence attendu par le diplôme. Donc, maintenant je vous ai dit ça, je vous propose de vous aider, de vous donner un modèle d'auto-évaluation qui a fait ses preuves. Et pour vous aider, j'ai choisi un modèle, alors parmi plein d'autres, c'est toujours des choix très arbitraires qu'on fait quand on fait l'accompagnement des vidéos, des épisodes de podcast. Le modèle que moi j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter, c'est un modèle qui s'appelle le modèle d'acquisition des compétences des frères Dreyfus, donc du nom des frères qui l'ont inventé, qui est également connu sous le nom de modèle de 5 niveaux de compétences. Et en fait, c'est une théorie qui a été développée donc par Hubert et Stuart
Dreyfus dans les années à peu près 80, enfin pas à peu près, dans les années 80. Et c'est un modèle qui cherche à décrire finalement comment les personnes acquièrent des compétences dans un domaine spécifique, en mettant l'accent sur le processus d'apprentissage, c'est-à-dire le processus de passage de l'incompétence, je ne sais pas que je ne sais pas, vers l'expertise, je maîtrise, d'un point de vue expert finalement, ma compétence. Alors j'ai choisi volontairement parce que pourquoi j'insiste un petit peu là-dessus? Parce que c'est important que vous compreniez que, comme tous les modèles, hein, même les plus connus, pyramide de Maslow, le SWOT, tout ça, tous les modèles, à un moment, ils sont critiqués. Après tout, hein, voilà, c'est tout à fait OK. Hein. Alors, il est critiqué, ce modèle, pour plein de raisons, mais l'une de ces raisons, c'est que euh, il dit en gros qu'il y a plusieurs sets de compétences, et c'est un peu le principe de l'auto-évaluation, c'est de savoir où vous en êtes. Donc, c'est particulièrement utile dans une démarche de VE pour comprendre un petit peu le principe d'auto-évaluation. Mais là où ça va poser peut-être problème, il y en a une qui est intéressante à creuser, qui porte sur la linéarité. Oh là là, excusez-moi, je suis un peu fatigué. Linéarité du processus d'apprentissage. Et je suis assez d'accord avec ça, hein, parce qu'effectivement, les gens disent ah bah oui, mais un processus d'apprentissage c'est jamais linéaire, ça peut être influencé, accéléré, retardé par tout un tas de facteurs contextuels externes. Je pense à la motivation interne ou externe, hein, la motivation de la personne, les environnements d'apprentissage, les opportunités de pratiquer, les différents environnements dans lesquels vous pratiquez, etc. Or, tous ces facteurs, bien sûr, ça joue un rôle dans l'apprentissage que vous avez et finalement votre passage d'un stade à l'autre du modèle d'auto-évaluation des compétences. Donc voilà, c'est important de vous le préciser parce que à un moment, je ne vais pas vous dire, ouais, c'est un outil formidable. Voilà, c'est un outil. Il y en a plein d'autres. Si ça vous intéresse, je pourrais vous en présenter d'autres. Mais en tout cas, c'est un premier niveau pour vous aider à comprendre. Et donc, si on part de ça, si on part de ce principe, selon les frères Dreyfus, il existe 5 niveaux de compétences distincts. Le premier, c'est le niveau novice. Quand vous êtes complètement débutant, vous suivez des règles strictes, des instructions pour accomplir des tâches spécifiques. Et donc, vous avez besoin de ces instructions détaillées parce que sans ça, vous n'arrivez pas à maîtriser ce que vous devez faire. Donc, c'est particulièrement, vous avez compris, un novice, c'est quand on démarre, quand on ne connaît pas une compétence. J'ai pris un exemple un peu fil rouge pour vous aider à comprendre. J'aime bien la cuisine, hein. Ceux qui me suivent depuis longtemps le savent. Donc, si vous êtes jamais intéressé à la cuisine, par exemple, vous partez sans aucune expérience, vous n'avez jamais vu personne dans votre famille faire de la cuisine, et vous essayez de préparer un plat tout simple. Des œufs au plat, une omelette, des pâtes à la tomate, au saumon, enfin peu importe. Un truc simple. Pour y arriver, au début, il va falloir suivre les recettes étape par étape, en mesurant précisément les ingrédients dont vous avez besoin, suivant les temps de cuisson recommandés, etc. Et vous allez avoir besoin de ces instructions détaillées pour réaliser les étapes du cuisson. Ça me fait penser, j'aime beaucoup les grosses têtes, et dans les grosses têtes, il y a Ariel Dombal. Et Ariel Dombal, pendant le confinement, elle devait cuisiner puisqu'elle avait plus personne pour cuisiner pour elle. Et elle disait, mais c'est quoi le feu doux? J'ai lu et je ne savais pas ce que c'était que le feu doux sur une recette finalement, chauffer à feu doux. Voilà, par exemple, novice, c'est ça. C'est-à-dire, je lis les instructions, je suis même pas sûr des fois de les comprendre, je débarque en fait un petit peu. Mais il faut bien commencer quelque part. Donc là, je dirais que si vous deviez vous évaluer sur ce type de compétences, vous notez, ce serait 1 sur 5. Ensuite, le deuxième stade, toujours selon les frères Dreyfus, c'est le niveau débutant. Donc vous avez un petit peu d'expérience et vous commencez à comprendre certains mécanismes, certains modes de fonctionnement, certains schémas dans votre domaine, et ça va vous aider à prendre des décisions un petit peu plus autonomes, mais vous manquez bien sûr de vision globale. Alors, si je continue sur la cuisine, vous êtes plus à l'aise parce que vous avez commencé à tester des choses, à louper parfois, à réussir d'autres, donc vous savez ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Et puis vous allez commencer à ajuster des quantités d'ingrédients en fonction de vos préférences. N'importe quoi, vous adorez le parmesan, tiens, vous allez mettre un peu plus de parmesan. Et vous commencez également à comprendre comment les saveurs elles se combinent entre elles, comment vous pouvez improviser finalement avec quelques ingrédients de base que vous avez. Et puis au lieu de faire des pâtes à la tomate au saumon, vous allez peut-être tester des pâtes au pesto, que sais-je. Là, je dirais que sur l'évaluation, si vous deviez vous donner une note, c'est 2 sur 5. Ensuite, le troisième stade, c'est le stade de compétent. Donc vous êtes compétent parce que vous avez accumulé suffisamment d'expérience, de cas concrets pratiques pour voir des situations dans leur ensemble. Et ça va vous permettre à chaque fois que vous êtes confronté à une situation, de prendre des décisions qui sont basées bien sûr sur ce que vous avez vécu, donc des principes plutôt généraux. Mais du coup, comme vous vous basez sur votre vécu, vos expériences et ces principes, vous n'avez pas à suivre des règles très spécifiques.
Donc, bien sûr, vous allez rencontrer encore quelques difficultés dans des situations inhabituelles, mais là, on est sur un stade finalement compétent. Donc, si je prends ma cuisine, voilà, vous savez à peu près les temps de cuisson, la combinaison d'ingrédients, vous commencez à improviser deux, trois petites choses, vous ajustez les assaisonnements parce que vous avez l'habitude, voilà, une pincée de sel, ça fait à peu près ça dans mon plat. Alors évidemment, en fonction des plats, vous allez vous dire, bah tiens, là ça manque de sel, là ça manque pas de sel. Si vous salez des pâtes au lardon, c'est tout de suite très salé. Si vous salez quelque chose qui est plutôt qui a pas beaucoup de goût, là ça va relever le plat. Enfin, bref, vous avez compris l'idée, c'est que finalement vous commencez un petit peu à comprendre comment ça interagit. En tout cas, bien mieux que sur les deux premiers stades. C'est le stade des compétents, 3 sur 5 en termes de notation. Ensuite arrive le niveau expert. Donc là, expert, si je reprends mon échelle de notation 4 sur 5, vous possédez une connaissance qui est approfondie de votre domaine. Vous allez commencer à prendre des décisions plus intuitives, basées sur votre expérience, et résoudre des problèmes qui sont au moins simples, voire commencer à devenir un petit peu complexes, parce que votre expertise, elle devient intuitive finalement. Vous avez tellement l'habitude d'être confronté à ces choses au quotidien que vous avez plus besoin de réfléchir à ce que vous devez faire. C'est des automatismes, c'est des mécanismes. Souvent, vous êtes là en VL. Vous êtes expert dans votre domaine. Alors, peut-être pas dans toutes les compétences de votre métier, mais en tout cas une grande partie, parce que c'est votre quotidien, vous savez le faire, vous vous rendez même plus compte que vous savez le faire, et quand vous êtes confronté à quelqu'un qui ne sait pas, vous avez un mode un peu, mais comment tu peux ne pas savoir ça? C'est un petit peu ça. Donc là, on est toujours dans la cuisine. Vous avez quelques années d'expérience au compteur. Vous avez fait des explorations culinaires. Vous avez réussi plein de plats, échoué sur plein d'autres. Mais vous avez une connaissance un petit peu approfondie des techniques culinaires parce que certainement vous serez aussi intéressé au sujet. Vous aurez commencé à regarder des émissions de cuisine, vous aurez peut-être lu un ou deux bouquins, vous aurez peut-être échangé des astuces entre copains, entre copines. Et finalement, les associations de saveurs, comment bien présenter une assiette, commencer à expérimenter des recettes complexes, plus exotiques. Vous expérimentez, vous confrontez à des cuisines d'ailleurs. C'est des choses finalement que vous arrivez à faire et puis même à créer finalement un premier niveau de recette. Et ça, voilà, c'est comme ça un petit peu que vous pouvez déterminer que vous êtes expert dans votre domaine. Puis ça se détermine aussi quand les gens disent, ouais, c'est super bon ce que tu fais, c'est toujours bon. Au niveau suivant, le dernier, l'ultime des frères Dreyfus, c'est le niveau maître, maîtrise. Là, on est sur une notation plutôt 5 sur 5, donc c'est le sommet de l'expertise. Vous êtes exceptionnellement compétent. Vous pouvez même repousser les limites de votre domaine de compétences. Pourquoi? Parce que vous allez apporter des contributions et puis vous avez une compréhension vraiment avec une grosse profondeur, une grosse prise de recul et puis plutôt créative. Donc, dans le domaine de la cuisine, vous seriez peut-être un chef renommé, primé, qui a une connaissance, une compréhension profonde des différentes cuisines du monde, une capacité à innover, à repousser les limites de la gastronomie. Et effectivement, on est du domaine du chef-d'œuvre, on va dire. En tout cas, vous pouvez vous-même former, inspirer les autres grâce à vos talents et vos compétences de cuisine. Donc, c'est beaucoup plus rare. Hein, c'est un niveau de maîtrise qui est plus rare parce que il est vraiment exceptionnel. Dès l'instant, là, on se contente plus de faire, on apprend et on accompagne les autres à faire aussi. Voilà un petit peu ce que ça pourrait être le niveau maîtrise. Voilà, je vous ai présenté les 5 étapes du modèle. C'est important parce que du coup, en fonction des différentes compétences que vous avez, vous allez pouvoir vous auto-évaluer sur les différents sujets, les différents domaines de compétences. Mais alors, je dois quand même vous dire un truc. Pourquoi c'est si difficile de s'auto-évaluer? Parce qu'une fois que je vous ai dit ça, voilà, vous avez votre référentiel de compétences d'un côté, votre expérience de l'autre, puis vous allez dire, OK, compétence par compétence, où j'en suis? Est-ce que là, je suis novice? Est-ce que là, je suis débutant? Est-ce que là, je me souviens plus. Novice, débutant, compétent, expert ou maître, en fonction des différentes compétences. Et peut-être vous n'aurez pas toujours les mêmes niveaux de réponse. Peut-être dans certaines compétences, vous serez très novice parce que vous n'avez jamais fait, vous connaissez même pas. Dans certaines, vous serez débutant parce que vous avez déjà un petit peu fait, mais pas suffisamment pour dire plus. Puis dans certaines compétences, vous pourriez être expert, voire maître, en fonction de ce dont on parle. Donc, une fois que je vous dis ça, c'est là que les ennuis commencent. Parce que pour la plupart d'entre vous, c'est vraiment difficile de vous auto-évaluer. Et ça s'explique pour plein de raisons. Je crois que j'en ai eu 6. 6 raisons, je pense.
Vérifie. Ouais, 6. La première de ces raisons, c'est que probablement vous savez pas vous évaluer. L'évaluation des compétences, c'est une compétence en soi. Et si vous n'avez pas l'habitude de vous évaluer, si vous n'avez pas l'habitude de le faire régulièrement, développer votre conscience déjà de vos compétences, bah, ça peut être difficile, c'est normal, hein, de savoir par où commencer et comment évaluer bah, avec précision vos capacités, quoi. Et j'ajoute ici une spécificité culturelle. Difficulté culturelle, c'est qu'objectivement, que je sois en formation, en coaching, en VAE, c'est toujours pareil. Je constate vraiment sur le terrain que c'est quelque chose qu'on a vraiment du mal à faire en France par rapport à certains autres pays, certains autres marchés. C'est probablement le fruit de notre culture judéo-chrétienne où bah, on valorise un peu l'humilité, on essaye de toujours reconnaître nos limites, nos erreurs, et tout ça c'est considéré comme une vertu, mais donc du coup on a du mal à aller se confronter à l'évaluation. Regardez si vous avez des enfants ou si vous-même vous avez passé des examens, t'as réussi? Je sais pas. C'est fou. Donc voilà, c'est déjà c'est difficile de s'auto-évaluer et comme on n'a pas l'habitude de le faire, bah, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. On a du mal. La deuxième raison qui fait qu'on a du mal à s'auto-évaluer, c'est qu'on a des biais de perception. Alors, on en a tous. Voilà, soyez tranquille, c'est tout à fait normal. Ces biais de perception, donc de croyance finalement sur vous-même, sur le monde qui vous entoure, ça affecte votre capacité à évaluer objectivement vos compétences. Parfois, vous allez surestimer vos compétences dans certains domaines ou au contraire, sous-estimer vos compétences dans d'autres domaines. Alors, c'est des biais cognitifs qui sont très connus, très étudiés. Si ça vous intéresse, je pourrais aussi faire un épisode là-dessus. Mais c'est renforcé aussi dans certaines situations par des gens qui potentiellement peuvent manquer de confiance en eux, peuvent avoir des préjugés sur leurs capacités. Alors ça dépend de vos personnalités, de vos croyances, bien sûr, hein. Mais si vous souffrez de manque de confiance en vous, d'estime de vous, bah, vous pourriez être trop critique envers vous-même et sous-estimer du coup votre niveau de compétence. Et à l'inverse, hein, je connais beaucoup de gens qui surestiment parfois leur niveau de compétence et qui, quand ils rentrent dans la démarche, se disent ouah, ah ouais, j'avais pas prévu ça, quoi. Intéressant de le vivre pour le comprendre. Raison numéro 3, la complexité des compétences et le manque de critères objectifs d'évaluation. Alors, le sujet, c'est que souvent, quand vous ouvrez le référentiel de compétences d'un diplôme pour la première fois, vous vous dites, oh, mais qu'est-ce qu'il raconte? Enfin, je comprends pas ce que ça veut dire. C'est souvent des termes techniques, très académiques, très universitaires, très abstraits, en tout cas très éloignés de ce que vous faites au quotidien. Parfois, vous connaissez même pas les termes, vous savez même pas ce que veut dire alors que vous le faites au quotidien. Mais du coup, ça rend forcément difficile l'évaluation précise de ce que vous devez vous auto-évaluer. Et en plus de ça, même quand on connaît, ben, il y a des compétences qui sont complexes tout simplement à évaluer parce que c'est multidimensionnel. Par exemple, je prends le management. S'auto-évaluer en management, c'est super compliqué parce que ça ne dépend pas de soi. S'évaluer en gestion de projet, c'est particulièrement difficile. Pourquoi? Parce que on est souvent dans un mode collaboratif où il y a plein de facteurs externes qui, qui influent finalement sur votre capacité à réussir ou pas les choses et donc naturellement à savoir si vous êtes bon ou pas. Euh, et puis, ben, on manque aussi de référentiel, hein. On a du mal. Alors, à part les gens qui sont dans la qualité, dans les normes qualité, l'ISO, etc., un peu la formation avec Calliope, mais on est encore loin de ce qu'on pourrait faire. Quand on n'a pas de référence externe, de normes professionnelles claires, des échelles de mesure, bah, c'est compliqué vraiment d'évaluer des compétences. Donc, c'est normal aussi parce que dans le fond, c'est dur. Raison numéro 4, c'est la variabilité de vos performances et des contextes professionnels. On n'est pas des robots. Vos performances, elles vont varier dans le temps en fonction de votre niveau de fatigue, niveau d'énergie, votre expérience acquise, bien sûr, mais pas que. Et surtout des contextes dans lesquels vous opérez. Je prends un exemple tout bête pour que vous compreniez. C'est pas la même chose d'être manager d'équipe. Mais d'ailleurs, je dis ça, mais je pourrais dire n'importe quoi. Plombier. C'est pas la même chose d'être plombier dans une entreprise où on cultive le droit à l'erreur, l'épanouissement personnel, etc., que d'être plombier dans un environnement très contraint où on a des engagements de productivité, de performance extrêmement élevés qui passent avant le bien-être au travail, etc. Les différents contextes vont pas vous permettre de vous développer en termes de compétences de la même façon. Euh, voilà. Donc, du coup, c'est difficile de déterminer si vos compétences, elles sont cohérentes. Est-ce qu'elles sont en plus transférables dans d'autres environnements que le vôtre? Et c'est dur quand on est parfois, j'utilise le terme volontairement, mais picousé par une entreprise parce qu'on est dans son contexte professionnel tout le temps, avec son jargon, ses codes, sa culture, et qu'on n'en change pas forcément. Vous pourriez, je pense à des candidats en particulier, là,
Quand des candidats dans l'intérim, par exemple, ils sont extrêmement picousés. Ils ont une culture qui est très forte, ils respirent presque le nom de l'entreprise, enfin le nom de la marque pour laquelle ils travaillent, quoi. Et du coup, quand ils postulent quand ils demandent un diplôme généraliste, en étant, par exemple, dans l'intérim, bah, ils vont avoir du mal à s'approprier d'autres secteurs parce qu'ils n'ont pas les codes des autres secteurs. Et les compétences, elles sont pas forcément toujours tout à fait transposables, transférables. C'est particulièrement vrai dans le monde dans lequel on vit, où tout change et tout va très vite, les exigences évoluent très rapidement, et en plus, il y a des problèmes d'obsolescence des compétences. Il y a des compétences qui étaient très en vogue il y a quelques semaines, encore, et qui, il y a quelques mois, admettons, et qui aujourd'hui sont complètement obsolètes, voire disparues. Et puis, il y a des compétences comme les soft skills, l'adaptation, la créativité, le travail en équipe, sais-je, qui sont des compétences transversales, qui peuvent, elles, devenir essentielles dans le monde dans lequel on vit et qui sont finalement très transversales par rapport à vos enjeux de diplôme. La cinquième raison, bah, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, c'est la peur de l'échec et du jugement. Forcément, quand on s'auto-évalue, bah, surtout pour avoir un diplôme, on peut avoir peur de trop s'évaluer, enfin, de mal s'évaluer en tout cas, d'avoir la main un peu lourde sur l'évaluation en se disant bah tiens j'en ai besoin donc je vais dire que je fais un peu plus que prévu, mais du coup vous avez peur de ça parce que vous allez dire, si le jury me pose des questions, etc. Bon, j'en ai déjà parlé de cette peur finalement de l'échec et du jugement. Je vous renvoie aux épisodes sur les peurs de l'écrit et de l'oral si vous les avez pas encore vus. C'est des épisodes que j'avais fait au tout début de la chaîne, donc allez scroller un petit peu. Et puis la sixième raison, c'est que l'auto-évaluation, c'est un processus continu. Il va falloir réévaluer régulièrement vos compétences pour suivre votre progression et votre développement professionnel. Et c'est particulièrement vrai quand on est en VAE aussi. Souvent, je vois les candidats, donc vous êtes là en phase de livret, rédaction du livret, vous avez écrit une première mission, une deuxième, une troisième, puis vous lisez le tout début de votre livret et vous dites, non mais comment j'ai pu écrire ça, quoi. Alors je vous le dis en toute humilité parce que moi-même je l'ai vécu avec mon propre livret VAE. Quand j'ai fini ma deuxième mission et que j'ai relu tout mon livret, je me suis dit, je peux pas envoyer ça en fait, c'est pas possible. L'auto-évaluation, c'est comme un muscle qui travaille, qui se travaille. Et plus vous allez le faire, plus ça va devenir facile. Et je précise que comme au passage, il s'écoule plusieurs semaines, voire plusieurs mois entre le moment où vous commencez la démarche et le moment où vous la terminez, bah vous accumulez en plus de l'expérience et du coup de la prise de recul et de la prise de hauteur. Bon voilà, je vous ai encore donné une difficulté supplémentaire dans l'auto-évaluation. Maintenant, comment faire? Pour surmonter ces difficultés qui sont, somme toute, tout à fait naturelles, vous avez bien compris qu'elles sont pour tous les candidats, moi, je vous invite à toujours compléter votre auto-évaluation. Mon conseil, qui est pas nouveau parce que je pense que tout le monde donne ce conseil-là, c'est bien sûr de s'auto-évaluer soi, essayer au mieux qu'on peut, et puis de confronter cette auto-évaluation à des avis extérieurs qui vont pouvoir vous aider à gagner en objectivité. Alors, parmi ces avis extérieurs, il y a bien sûr votre entourage professionnel direct et indirect, hein, vos collègues, vos clients, vos partenaires, vos fournisseurs, les autres services de l'entreprise, de l'organisation dans laquelle vous travaillez. Votre chaîne managériale, bien sûr, qui eux sont déjà en charge de votre évaluation tout le temps. Votre N+1, votre N+2, voire plus si vous avez 50 000 N au-dessus de vous. Et puis vos dirigeants même, hein, parfois, qui peuvent vous faire des feedbacks sur votre niveau de compétence dans un domaine. Et puis, votre accompagnateur, VAE, bien sûr, il est là, lui aussi, pour vous aider, en tout cas, à expliciter votre pratique. Peut-être pas à vous auto-évaluer, mais en tout cas, à vous aider à expliciter votre pratique. Et si vous explicitez votre pratique, bah, ça peut vraiment vous aider à mieux vous auto-évaluer. Mais n'oubliez pas que ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour vous, les biais qu'on pouvait avoir dans la perception qu'on a de soi-même, existent aussi chez les autres. Donc, votre entourage professionnel direct, indirect, votre chaîne managériale, votre accompagnateur VAE, ils ont aussi leurs biais et ils vous voient à travers un prisme. Donc, pourquoi il faut avoir plusieurs avis extérieurs? C'est parce qu'en croisant les avis, souvent, vous avez vous gagnez en objectivité. Et puis, je vais conclure là-dessus, ce qui va le plus compter en VAE, au-delà même de votre auto-évaluation et au-delà même de l'évaluation par vos pairs, c'est toutes les illustrations et les preuves que vous allez pouvoir apporter pour crédibiliser ce que vous avez dit. Vous vous déclarez comme, par exemple, je sais pas moi, débutant, novice, expert dans votre domaine, peu importe, hein, finalement, quel que soit le sujet que vous, enfin le niveau de compétence que vous avez, hein, compétent, expert, etc. Maître, finalement, ce qui va compter le plus, c'est comment vous allez prouver ce que vous avez dit. À travers votre vécu professionnel, à travers l'analyse de votre pratique professionnelle personnelle, qu'est-ce que vous faites, comment vous le faites, pourquoi vous le faites comme ça.
C'est ça qui va vous aider derrière à crédibiliser votre discours. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était un épisode un petit peu plus long, mais ça fait du bien de reprendre des épisodes plus longs. Si ça vous intéresse pour qu'on approfondisse, ben, n'hésitez pas, je peux approfondir ces différentes pistes. Laissez-moi un message en commentaire. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cet épisode. J'espère que ça vous est utile. Et si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à mettre j'aime, à partager, à suivre notre chaîne. Et je vous invite aussi à vous rendre sur notre site internet jacef.com pour découvrir nos offres d'accompagnement, bien sûr. Et puis, vous abonner à notre newsletter pour recevoir prochainement plus de contenu exclusif. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Conseil Veille de la semaine. Et d'ici là, portez-vous bien.